C'est après 6 heures d'horloge, de 16 h à 21 h, que les parties prenantes de l'accord politique, issu du dialogue entamé depuis le 18 juin dernier, signent enfin le relevé de conclusion sous l'égide de la communauté internationale ce jeudi au Palais du Peuple. Les deux parties signataires insistent sur le respect de cet accord. Je voudrais lancer un appel au gouvernement qui a pris la casquette du gouvernement de la République dans ce dialogue et qui a se donné la mission d'être un arbitre neutre et impartial. Même s'il n'a pas été suffisamment, je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, il le soit pour veiller à l'application de l'accord que nous avons signé. La préservation de la paix passe par le respect du droit, passe par le respect de nos lois, passe par le respect des accords que nous signons. Nous devons faire cet effort dans ce pays pour que nous prenions l'habitude de respecter ce qu'on a signé, de respecter les lois de la République et de contribuer ainsi à l'instauration de l'état de droit et des règles et des principes démocratiques dans notre pays. Je ne veux pas faire un long discours, je le dis au nom de l'opposition. Je voudrais ici, au nom de la majorité présidentielle, remercier ces observateurs alertes qui nous ont permis d'obtenir ce que nous venons d'obtenir. Cela montre que nous pouvons, en tant que Guinéens, nous parler et nous devons continuer à le faire. C'est ça la préoccupation majeure du chef de l'État. Il pense que rien n'est possible. Le changement qu'il a promis aux Guinéens n'est pas possible d'être obtenu sans paix, sans sécurité. Il nous invite donc à nous entendre sur toutes les questions. Et je crois que nous avons commencé à le faire. Nous devons l'approfondir et nous devons continuer à le faire. Quant à la mouvance présidentielle, nous vous disons que nous nous apprêtons et nous nous engageons à mettre en œuvre toutes les recommandations, tous les résultats contenus dans ce document que nous venons de signer. Nous ferons tout pour que ces résultats soient traduits dans les actes afin que nous puissions avancer. Au terme de 2 mois d'intenses de tractations menées par le médiateur national et la communauté internationale, l'opposition et la mouvance sont parvenus à un accord politique global grâce au consensus obtenu sur les 3 derniers points. Dans un esprit de consensus, cette attitude responsable répond aux attentes de la population alors que les conséquences de l'épidémie à virus Ebola se font toujours sentir. La signature aujourd'hui, à moins de 2 mois de scrutin, d'un accord politique est donc un signal fort. Il illustre cet esprit de compromis et d'engagement de la part des acteurs nationaux que je salue au nom de tous les observateurs internationaux du dialogue. Je félicite également les acteurs de la société civile qui, depuis le vendredi 3 juillet, ont maintenu les efforts pour rapprocher les partis au dialogue politique afin de parvenir à un consensus sur les points contentieux. Impliqués dans la résolution de cette crise politique, les acteurs de la société civile se disent satisfaits. Garantie, c'est la signature des uns et des autres. La société civile aussi a apposé sa signature sur ces accords-là. Et nous nous faisons pour mission de veiller à l'application effective, n'est-ce pas, de cet accord-là. C'est ce pourquoi les femmes se sont réunies et c'est l'une de nos missions principales, veiller à l'application des accords qui sont signés
entre les partis politiques de ce pays afin que nous ne puissions plus revivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce qu'effectivement, les accords passés, les accords préalables n'ont pas été appliqués dans leur intégralité, ce qui a frustré l'opposition. Aujourd'hui que nous sommes signataires de ces accords, nous nous engageons à ce qu'ils soient respectés. À noter que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, médiateur national dans cette crise, rassure quant à l'application des accords. C'est dans une véritable ambiance de fête que l'UPR, l'Union pour le Renouveau, a ouvert sa session extraordinaire du comité central ce vendredi 21 août à son siège à la Minière dans la commune de Dixine. Durant 2 jours, les différentes instances dirigeantes de l'UPR vont se pencher sur l'organisation et le fonctionnement du parti ainsi que sa position par rapport à l'échéance électorale de la présidentielle du 11 octobre 2015. C'est eu égard aux vicissitudes traversées par l'UPR que son président annonce l'importance d'échanger sur la vie du parti afin d'ouvrir de larges concertations sur des questions d'intérêt national et de prendre des décisions majeures pour la conduite à tenir par rapport aux actions à mener. Aujourd'hui, jour pour jour, 5 ans après, nous avons l'opportunité d'évaluer les termes de cet accord politique et de tirer les enseignements au regard des intérêts de notre parti et de notre pays afin de décider de la conduite à tenir pour l'échéance électorale du 11 octobre 2015. Je ne fais aucun doute que dans la pure tradition de la pratique démocratique qui caractérise nos débats, les prises de décision au sein de notre parti et surtout la maturité politique dont vous avez toujours fait preuve, nous parviendrons à des résultats à la hauteur des défis à relever et des enjeux encourus. Présent à ce grand collège de l'UPR, le secrétaire général de l'UPG Jean-Marie Doré et le président du PDG RDA Mohamed Touré ont tous salué la constance du parti. La seule alliance qui a été conclue en Guinée et qui a continué à fonctionner jusqu'à une certaine date, c'est l'alliance entre l'UNR, le Madou et le PRP, de mon ami Serge Diallo. C'est pourquoi je voudrais que les militants de l'UPR sachent qu'ils ont une tradition. Et cette tradition a été fortement soulignée par Ba Ousmane. Cela montre un certain détachement, mais en même temps, cela montre la constance et le courage sans lequel un homme politique n'en est pas un. Il est remarquable que malgré les vicissitudes de l'histoire de notre nation, votre parti soit resté ferme dans la voie qu'il s'est choisie lui-même. En dépit de toutes les forces négatives qui aujourd'hui ont tendance à éclater notre nation, votre parti est resté résolument dans la voie de la consolidation de l'unité nationale. Toutefois, il est revenu aux représentants du RPG Arc-en-Ciel de renouveler la main tendue de son parti à l'UPR. L'UPR est un parti fidèle à ses objectifs. L'UPR n'a jamais failli dans sa collaboration avec le RPG Arc-en-Ciel. Encore une fois, nous vous remercions pour votre choix, pour le choix du professeur Alpha Condé pour ces élections présidentielles. C'est le bon choix et je crois que très certainement, un jour, nous serons aussi peut-être derrière notre frère Ousmane Ba. Il faut dire qu'au terme de ces assises, l'UPR définira sa position aux élections présidentielles du 11 octobre prochain. Reste à savoir si Ba Ousmane sera candidat ou l'UPR va continuer à s'allier derrière le RPG. L'Union des forces républicaines, l'UFR, a conféré avec les hommes de médias ce jeudi 20 août 2015 à la Maison commune des journalistes. Cette conférence a porté sur le thème « Convention de l'Union pour l'alternance en 2015 ». Au dire de Baïdi Haribo, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour gagner l'élection du 11 octobre. Nous avons une centaine d'associations et mouvements de jeunesse qui viennent en appui
pour soutenir la candidature du président de l'UFR. Et ce matin, le plus illustre de ces mouvements, c'est le réseau des anciens militaires retraités et veuves qui sont venus adhérer, n'est-ce pas, à cette coalition qui va porter le candidat Sidya Touré lors des élections du 11 octobre. Donc c'est dire que l'UFR aujourd'hui est en train de mettre tout en place pour que son candidat soit victorieux lors des élections à venir. Selon le président de la fédération de l'UFR en France, l'UFR France est totalement prêt et pense que l'avenir de la Guinée est entre les mains de la jeunesse, mais aussi de son parti. Les Guinéens de France ne se sont retrouvés aussi mobilisés pour l'UFR. D'habitude, ce sont les partis qui vont démarcher les Guinéens, non seulement à Paris, mais aussi à l'intérieur du pays. Ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, ce sont les Guinéens qui viennent nous démarcher. La seule chose qui peut justifier cela, c'est la prise de conscience des Guinéens que la solution de notre pays se trouve à l'UFR. Ce n'est pas un vain slogan. Ce sont 13 partis politiques qui viennent de se rallier à l'UFR, dont 8 autres nouvelles adhésions sont en négociation. Cependant, à l'heure où l'Union des forces républicaines, l'UFR, entend procéder au renouvellement de ses instances dirigeantes, la classe politique de l'opposition affiche une déchirure liée aux querelles de leadership. Pour améliorer la production agricole des habitants de Langafiyaya, l'ONG Trias Guinée a offert un lot important de matériel agricole et un bâtiment flambant neuf. La présidente des femmes de l'ONG FOB GB se dit satisfaite et rassure les donateurs. Il faut retenir que la mise en œuvre de ce projet contribue significativement à l'amélioration de la qualité de notre production agricole en général, et surtout à un allègement des tâches des femmes dans le processus de la production en particulier. J'aimerais par là vous rassurer que la Fédération des organisations paysannes de Basse-Guinée mettra tout en œuvre pour le bon usage de l'ensemble de ces investissements et surtout assurera l'entretien régulier afin d'inscrire dans le temps l'optimisation de cet important investissement. Quant à la représentante de Trias Guinée, estime que c'est une nécessité, ce geste. Il apparaît clairement que la filière du riz nécessite aussi d'appui à l'aval de la filière. C'est plus précisément la transformation qualitative du riz qui est encore un grand défi en Guinée. Trias et de nombreuses autres organisations ont longuement investi et continuent à investir dans des petites unités de transformation ou des petites décortiqueuses au niveau des villages et des groupements. Président, la cérémonie de remise de ces dons, la ministre de l'Agriculture livre le message du gouvernement. C'est un message de soutien du gouvernement, de soutien du professeur, président Alpha Condé, qui soutient cette couche féminine qui a toujours dit et qui continue à dire dans tous ses discours qu'il est là surtout pour les jeunes et les femmes. Et dans le secteur agricole, les femmes représentent une grosse partie de la main-d'œuvre et ce sont elles qui, dans le secteur de la riziculture, sont en première ligne de la transformation. Ce sont ces femmes qui font cette opération d'étuvage en post-récolte et ce sont ces femmes donc qui ont bénéficié, c'est cette union, n'est-ce pas, de ce village qui a bénéficié à travers la fondation Rio Tinto d'une grosse décortiqueuse de grande capacité, d'une capacité d'1,5 tonne à l'heure. C'est beaucoup, mais ça a le mérite d'être installé dans une grande zone de production rizicole. Et surtout, elle va être gérée par l'Union. Succédant Dame Sultan Napatari Delose à l'endroit des femmes de Langafiyaya. Alors c'est une première de voir qu'à 3 endroits, grâce à la FOB-BG, n'est-ce pas, 3 grandes décortiqueuses de grande capacité sont installées et qui vont être gérées par ces unions, qui auront donc des formations aussi bien
en étuvage qu'en décortiquage, mais surtout en gestion de leur équipement. Vous avez vu que cette décortiqueuse avait à ses côtés une ensacheuse et elles vont pouvoir améliorer la présentation du riz. On les appelle des mini-riseries, mais ce n'est pas vraiment des mini-riseries. Ce sont des décortiqueuses de grande capacité. C'est l'intermédiaire entre la petite décortiqueuse et la mini-riserie qui va pas tarder à arriver et qui certainement sera installée dans des grands bassins de production. L'agriculture étant la cheville ouvrière du développement d'un pays, alors ce geste tombe à pic pour la population de cette localité. C'est pour promouvoir et valoriser la culture guinéenne que quelques groupes d'associations de jeunes mannequins ont mis en exergue leur talent à travers ce défilé. Une façon pour ces jeunes de faire valoir la beauté africaine. Les raisons qui me poussent à me présenter pour la compétition Master MLS sont diverses, parmi lesquelles je pourrais dire, compte tenu de mes diverses qualités physiques et intellectuelles, juste faire la promotion de la culture africaine en général et celle de la Guinée en particulier. Quand je serai master aujourd'hui, ce soir, j'inviterai tous mes amis, jeunes frères, pour admirer ce style car c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Ces jeunes animés de beaucoup d'expérience et de passion expliquent le pourquoi de leur participation à ce concours. Ce qui m'a beaucoup exprimé aujourd'hui de venir à Miss MLS, non seulement c'est pour remporter la couronne et promouvoir les arts et la culture, et puis attirer beaucoup la beauté guinéenne. C'est un truc que j'aime bien, la mode. Et ensuite, je voulais participer à la valorisation de la beauté guinéenne. Pour cet autre, son amour pour ce métier ne date pas d'aujourd'hui. Les défilés de mode, le mannequinat ont été toujours mes rêves d'enfance, car ça donne la visibilité, tant sur le plan physique, vestimentaire et d'élégance. Car je suis très sûre de moi et j'espère être la Miss MLS 2015. Il faut noter que les 6 derniers finalistes bénéficieront d'une somme de 10 millions de nos francs, puis d'une rentrée gratuite toute une année au MLS. La Convention panafricaine pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, se constitue en parti politique. C'est désormais ex-mouvement Pro-Gbagbo a tenu samedi 15 août 2015 un congrès extraordinaire et a appelé à des élections apaisées. Le COJEP, créé il y a 14 ans par Charles Blé Goudé, un proche de l'ex-président ivoirien emprisonné comme lui à la Cour pénale internationale, veut désormais prendre part à la vie politique du pays. Nous sommes passés d'un groupe de pression à un mouvement politique et nous estimons que le COJEP a sa part dans la reine politique. Nous savons que les Ivoiriens ont des soucis et nous constatons des divisions totales dans tous les partis politiques et les Ivoiriens nous attendent. Alors nous avons jugé bon de prendre nos responsabilités et aborder les sujets et les problèmes des Ivoiriens. Et c'est ce qui nous a motivés à passer à un stade de responsabilité. Ce nouveau parti qui veut militer pour la paix entend se démarquer de l'extrémisme politique. Les responsables du parti indiquent toutefois que le COJEP n'aura pas de candidat au scrutin de 2015, ce qui ne l'empêche pas de travailler dans le sens de la reconstitution du tissu social durement frappé par la crise post-électorale de 2010. Nous avons pris toutes les dispositions pour que le COJEP s'inscrive dans des actions de paix. Nous demandons au pouvoir de créer une plateforme de discussion de l'opposition afin que toutes les conditions soient réunies et qu'ils aillent aux élections. Nous avons toujours décidé de discuter. Les gens ne ont pas compris, mais nous discutons toujours. Et parce que nous, notre leader, Charles Blé Goudé, a pour modèle Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo demande toujours que les leaders des partis politiques s'asseyent et discutent. Le leader du COJEP, Charles Blé Goudé, dont le discours a été prononcé à l'occasion du congrès extraordinaire marquant le passage de son mouvement au statut de parti politique, a appelé à des discussions inclusives entre le parti et l'opposition et à des élections transparentes et apaisées. L'ancien chef des Jeunes Patriotes a été arrêté en janvier 2013 et transféré en mars 2014 à la Cour pénale internationale où il est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, entre autres.
Le cessez-le-feu a été rompu ce samedi 15 août au nord du Mali entre le Gassia, groupe pro-gouvernemental, et la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad, groupe rebelle. Ce lundi 17 août, des coups de feu nourris ont retenti entre les deux groupes armés signataires de l'accord d'Alger en juin dernier. Pour le moment, un premier bilan fait état de 15 morts. C'est une guerre de chefs entre Al-Gabas, qui est un chef rebelle de la CMA, un colonel militaire qui a regagné, en tout cas, qui est du côté de l'armée malienne, Gamou. Donc c'est une guerre de chefs entre Gamou et Al-Gabas. Et étant donné que cette guerre de chefs aussi est basée sur une guerre intercommunautaire, parce que vous savez qu'ils ne sont pas de la même ethnie, donc c'est une guerre de chefs qui a donné lieu en tout cas aux affrontements. Les échanges de tirs ont eu lieu dans la ville d'Anefis, à 120 km au sud de Kidal, dans le nord Mali. Une importante quantité d'armes et de véhicules ont été récupérés par le Gassia, groupe armé pro-gouvernemental. Non, le gouvernement, pour l'instant, le gouvernement malien n'a pas fait de communiqué. Là, c'est difficile de savoir qui a provoqué qui, parce que depuis combien de temps nous sommes dans cette situation, donc les deux camps s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu. Mais en réalité, elles veulent tout ça, donc c'est difficile de savoir exactement qui a fait le premier pas. Mais tout le monde sait quand même que ces deux forces se regardent en chaîne de faïence. Suite à ces combats, ce lundi 17 août au soir, les groupes armés pro-gouvernementaux ont officiellement pris le contrôle de la ville d'Anefis, jusque-là aux mains des groupes de la CMA, la coordination de l'Azawad. Un temps suspectés de terrorisme, ils ne sont finalement que de simples passants innocents. La police thaïlandaise recherchait 3 suspects dans l'attentat qui a frappé lundi un temple de Bangkok. L'homme au t-shirt jaune qui enlève son sac à dos et les 2 hommes à droite. Les autorités thaïlandaises pensaient qu'ils étaient ses complices, avant finalement d'expliquer que leur piste était erronée. Autre rétropédalage, celui concernant les 10 personnes impliquées. Le chef de la police est revenu sur ses propres déclarations. Je n'ai pas dit qu'il y avait 10 personnes, mais les spécialistes de ce genre d'attaque pense qu'il doit y avoir plusieurs personnes impliquées. Les autorités ont ainsi demandé l'aide d'Interpol pour identifier le principal suspect. L'homme est présenté comme ayant la peau claire, probablement un étranger. Malgré cela, la police suit à présent la ligne de la junte qui affirme que l'attentat n'est pas l'œuvre d'un groupe terroriste international. Nos forces de sécurité et nos agents qui travaillent avec des experts internationaux de l'antiterrorisme nous confirment qu'il ne s'agit pas d'un acte terroriste, mais d'un incident qui vise à discréditer le gouvernement, détruire la confiance et effrayer les touristes. Si pour l'heure personne n'a revendiqué l'attentat, il résonne comme un camouflet pour la junte qui a tout fait pour éradiquer le terrorisme et assurer la sécurité des touristes, notamment en provenance de Chine, dont les ressortissants constituent la première source de tourisme pour la Thaïlande. Pour montrer qu'elle maîtrise la situation, les autorités communiquent donc beaucoup et rapidement, peut-être trop. Face à ces déclarations contradictoires, le chef de la police a demandé à ses subordonnés de ne plus s'adresser aux médias. Kim Jong-un et son conseil de guerre. Les photos de la réunion sont très largement diffusées par les médias nord-coréens. Le but, montrer à son voisin du Sud que la Corée du Nord prend la situation très au sérieux. À Séoul, la scène est identique. La présidente Park Geun-hye tenait elle aussi un conseil de sécurité nationale. Cette propagande des deux côtés de la frontière a débuté après que Pyongyang a pris pour cible des haut-parleurs comme celui-ci. En cause, les messages anti-Kim Jong-un diffusés à l'intention des citoyens du Nord. La riposte de la Corée du Sud ne s'est pas fait attendre. Séoul a tiré des dizaines d'obus de 155 mm vers le Nord. La présidente a ordonné de répondre fermement aux provocations du Nord, de faire en sorte que notre armée soit prête et en même temps d'assurer la sécurité de la population et de la protéger. Le long de la frontière, la Corée du Sud évacue les civils, particulièrement dans la zone de Yencheon, où ont atterri les projectiles visant les haut-parleurs. D'après l'agence sud-coréenne Yonhap, 2000 civils ont été déplacés. J'étais chez moi quand j'ai entendu des bruits sourds à plusieurs reprises. Puis, quelques minutes après, des fonctionnaires de la ville sont venus et ont diffusé des messages d'alerte aux habitants. Ils nous ont conseillé de rejoindre l'abri de la ville. La tension ne cesse de croître depuis le début du mois. Cette semaine débute un exercice militaire mené par la Corée du Sud et les États-Unis. Le scénario, une invasion de la Corée du Nord dotée de l'arme atomique. Des manœuvres qui provoquent l'ire de Pyongyang. Exclu de son parti, le Front National, mais pas encore vaincu.
À peine connue la décision du bureau exécutif, Jean-Marie Le Pen annonce qu'il va déposer un recours en justice. Il se dit victime d'un guet-apens. C'est moi qui suis le Front National. Je suis chez moi au Front National. Alors, c'est l'objet d'une expulsion théorique dont je vais demander bien sûr compte à la justice qui, je pense, une fois de plus, condamnera Marine Le Pen et la direction du Front National. Hier après-midi, à l'issue d'une audition de 3 heures, le fondateur du FN avait tenté de jouer l'apaisement. Mais au-delà de ces dérapages réitérés sur les chambres à gaz notamment, la direction lui reproche surtout de contester la ligne politique du parti et la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen. Son exclusion était inévitable. Je crois que le bureau exécutif a pris en réalité la seule décision qui était logique, qui s'imposait après des mois de provocations, de dérapages, même d'insultes contre certains dirigeants du Front National, y compris Marine Le Pen, de souhait de défaite. Voilà, il fallait cette clarification. Jean-Marie Le Pen, lui, s'accroche. Dernièrement, il a réussi à faire annuler par la justice la suspension prononcée contre lui et la suppression de son titre de président d'honneur. Il espère avoir gain de cause une nouvelle fois. Quoi qu'il arrive, il promet de s'inviter à l'université d'été du Front National, début septembre à Marseille, assisté si nécessaire d'un huissier. Des fontaines bondées en Italie, des piscines prises d'assaut en Allemagne, en maillot de bain ou tout habillé au Pakistan. Dans chaque pays, les mêmes scènes de chaleur pour un mois de juillet qui a battu tous les records. Comme le montre cette carte, dans certaines zones du monde, jusqu'à 5 degrés supplémentaires, les zones les plus en rouge. C'est le cas à l'est de la France, avec parfois des conséquences très visibles, comme ici au Mont Blanc. En 10 ans, ces glaciers ont perdu 10 mètres d'épaisseur, une fonte qui s'est accélérée. Cette année, on a déjà observé plus d'une centaine d'éboulements, voire d'écroulements quand les volumes augmentent. On va certainement, ces prochaines semaines, voir moins d'événements, mais avec des volumes plus importants. 2015 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée dans le monde depuis les premiers relevés en 1880. Des projectiles lancés par cette foule en colère volent en direction des forces de l'ordre macédoniennes. La réplique est immédiate. Gaz lacrymogène et grenades assourdissantes sont utilisés pour disperser ces milliers de migrants. Très vite, la situation dégénère, certains se retrouvent au sol blessés. Ils nous ont tiré dessus. Ils nous ont tiré dessus, je peux vous le dire. J'y étais. Des policiers macédoniens. Ils ont tiré sur les gens. Ici, de nombreux réfugiés sont syriens. Tous ont passé la nuit sur ce terrain vague à la frontière avec la Grèce. Objectif, traverser la Macédoine et atteindre l'Europe occidentale. Jeudi, l'état d'urgence a été décrété par le gouvernement macédonien. Des forces armées ont alors été déployées le long des frontières avec la Grèce et la Serbie. Skopje accuse les autorités grecques de diriger de façon organisée les migrants vers la Macédoine.